Donc voilà, je vais directement rentrer dans le vif du sujet avec justement des éléments théoriques illustrés à propos de ce qu'on entend par économie résidentielle et économie présentielle. Je vais rappeler quelques éléments vraiment fondamentaux. Donc lorsqu'on parle lorsqu'on parle de développement économique régional et lorsqu'on pense aussi des politiques de développement régional et des politiques d'innovation, traditionnellement on pense à ce modèle qui est le modèle donc de la théorie de la base. Et dans ce modèle classique de la théorie de la base, on a une région et puis on a trois types de flux. Des flux qu'on appelle basiques, des flux non basiques et des fuites. Alors, en ce qui concerne les flux basiques sont générés par des activités basiques qui sont à l'intérieur de la région. Le principe avec ces activités et ces flux basiques, c'est le principe de l'exportation de biens. Par exemple, vous avez l'horlogerie, on en a parlé déjà hier, vous avez une production horlogère située dans la région, l'exportation de montres et en échange de cette exportation de biens, un revenu qui rentre dans la région. Et puis pour produire ces montres, vous avez donc des travailleurs qui reçoivent un salaire et ensuite qui dépensent à l'intérieur de la région. Et on est là sur le second type de flux, des flux non basiques et des activités donc non basiques, qui est tout ce qui est commerce, service à la personne, etc. Et donc, le troisième type de flux, c'est ce qu'on appelle les fuites. C'est le fait que vous avez des entreprises qui doivent se fournir à l'extérieur, notamment, par exemple, en matières premières. Et donc, c'est le principe inverse des activités basiques. Vous avez des biens qui vont rentrer dans la région et des revenus qui vont en sortir. Alors, il y a de nombreux modèles qui ont été élaborés à partir des années 80 pour comprendre les dynamiques internes aux régions, pour comprendre la dynamique qui permet l'innovation, parce que l'idée, c'est de dire que plus vous avez d'innovation, plus vous avez d'exportation, plus vous avez de revenus qui rentrent dans la région, et plus vous avez donc de complexification urbaine. Et finalement, donc, l'idée, c'est que c'est l'innovation qui va en fait soutenir le développement régional. Alors mécaniquement, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'avec ce modèle traditionnel, théoriquement, plus une région elle exporte, plus elle génère des richesses. Mais donc c'est une théorie qui marche bien pour comprendre le développement historique, notamment justement d'une région comme celle de l'arc jurassien ou alors d'une ville comme La Chaux-de-Fonds. Mais le problème, c'est que si on prend la situation aujourd'hui, on constate, avec les recherches qu'on a faites, et Alain Seyersman en a parlé hier au niveau de l'ensemble de la Suisse, on constate que la région de l'arc jurassien et puis La Chaux-de-Fonds, mais la région de l'arc jurassien en général, c'est une des régions les plus pauvres de Suisse comparativement à d'autres, mais c'est une région qui exporte énormément. Donc il y a vraiment un paradoxe par rapport à cette théorie de la base. Alors, à partir de là, il y a eu donc l'idée de considérer la théorie de la base non seulement en fonction de la mobilité des biens, mais également en fonction de la mobilité des personnes. Et c'est ce que Mme Talonzier a expliqué hier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend en compte la mobilité des personnes, il y a d'autres effets d'entrée de revenus dans la région et d'autres effets de sortie des revenus de la région. Donc, il y a deux effets principaux, c'est-à-dire que, d'une part, les personnes qui sont à l'intérieur de la région et qui gagnent du revenu dans la région vont avoir la possibilité de sortir et d'aller dépenser autre part. Et puis, le deuxième effet, c'est qu'on a des personnes et des consommateurs qui vont rentrer dans la région. Et donc, la conséquence, en termes de modèle de développement, c'est qu'on est sur des régions et des villes si on veut bien, une complexification urbaine, différents modèles de complexification urbaine. Alors, je vous ai mis ici l'exemple de Lausanne, et en particulier le quartier du Flon, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment l'exemple caricatural. Vous avez un lieu qui était historiquement industriel, et puis qui, à son échelle, justement, on a aussi hier discuté des échelles, générait des flux basiques par une activité industrielle, et puis aujourd'hui, en fait, qui génère des flux basiques du fait qu'on a l'attraction de consommateurs externes, mais on a l'ensemble, en fait, d'une dynamique présentielle dans la mesure où on a attraction de consommateurs externes, mais également maximisation de la dépense locale en évitant les fuites. Alors, pour ceux qui... dans ce cas-là,
on a, par exemple, si on prend la culture, le fait que pendant longtemps, on a eu, par exemple, des Lausannois qui allaient consommer de la culture autre part. Et ici, l'effet présentiel est donc que non seulement on a la maximisation de la dépense locale avec des Lausannois qui restent potentiellement sur place pour consommer de la culture, mais également des personnes en fait, qui viennent de l'extérieur. Alors, finalement, donc, l'idée, c'est de se dire que dans de nombreux territoires en Suisse maintenant, et autre part, le développement repose désormais justement sur cet urbain. Et historiquement, dans la plupart des cas, on avait un développement urbain comme dans le cas traditionnel, c'est-à-dire dépendant de la production et l'exportation. Mais aujourd'hui, on a ces phénomènes présentiels qui sont importants pour de très nombreux territoires. Alors, pour essayer de comprendre vraiment les enjeux de cette complexification urbaine sur la base d'une dynamique présentielle et surtout sur le développement des activités basiques présentielles, je vais prendre l'exemple de Montreux. Alors, pour ceux qui ne verraient pas, donc Montreux, c'est une ville aujourd'hui d'à peu près 25 000 habitants qui se situe au bord du lac Léman. Et donc, c'est une ville au départ, c'est un endroit au départ, un lieu qui était une campagne. Et en termes de bâti, il n'y avait presque rien, c'est-à-dire que, urbanistiquement parlant, il y avait des hameaux qui étaient répartis entre Vevey et Villeneuve. Et puis, on avait des locaux qui vivaient essentiellement de la viticulture et de la paysannerie. Ensuite, il y a eu, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, des romantiques qui sont venus sur place, qui ont écrit à propos de ce lieu et qui ont fait révéler la valeur de ce paysage. Et la conséquence a été qu'il y a eu des touristes qui sont venus dans la région. L'offre en termes d'hébergement a cru, la demande a cru également, etc. Et le principe, c'est donc qu'on a eu un phénomène d'urbanisation inédit, c'est-à-dire que l'urbain est devenu une offre en elle-même. La différence, c'est que l'urbain n'a pas été construit en fait pour répondre à la demande des travailleurs locaux, mais bien a été conçu en fait pour attirer des consommateurs sur place. Et qualitativement, ça a vraiment une importance fondamentale. Et donc, le phénomène a été qu'il y a eu une croissance quantitative très importante. Au début du XXe siècle, il y avait 17 000 habitants dans ce lieu. On avait 80 hôtels. Et donc, qualitativement, justement, des bâtiments, des commerces qui n'avaient pas comme pour fonction de répondre à une demande des travailleurs, mais bien surtout d'attirer des consommateurs, en l'occurrence à fort pouvoir d'achat. Donc, ce qui s'est passé historiquement ensuite, c'est qu'on a eu une croissance du pouvoir d'achat des habitants. Surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà durant l'entre-deux-guerres, on doit prendre en compte cet événement puisque c'est un autre enjeu de l'urbanisation, c'est-à-dire que malgré les crises déjà durant l'entre-deux-guerres, on a une confusion en fait entre l'offre et la demande locale, c'est-à-dire que par exemple pour des infrastructures de transport, vous avez par exemple le tram qui a été financé, construit vraiment uniquement à destination des touristes et qui progressivement en fait est utilisé par les locaux. L'enjeu, en fait, c'est qu'en termes d'investissement, quand on investit pour ce genre d'infrastructure, non seulement on répond à la demande des locaux, mais aussi on génère de l'attractivité, c'est-à-dire des flux basiques, et donc on soutient le développement. En particulier avec la mobilité, l'augmentation de la mobilité des personnes, la région, surtout à partir des années 60, 70, etc., a attiré toujours plus de personnes, et non seulement des touristes, c'est-à-dire des personnes qui étaient comptabilisées en séjournant, en générant des nuitées dans la région, mais aussi des excursionnistes, donc des gens qui viennent de la Suisse romande, de la Suisse en général, pour les commerces, les événements culturels, etc. Alors, on connaît aujourd'hui donc le festival, par exemple, le festival de jazz, d'autres événements comme le marché de Noël, etc. Et ce qui est important, c'est que en termes de flux de revenus, alors évidemment, il y a de la consommation sur place,
Mais avec l'idée de l'économie présentielle, ce qu'il faut en fait prendre aussi en considération, ce qu'on pense, c'est que il y a aussi des effets de réputation qui sont très importants, c'est-à-dire que des personnes qui sont présentes sur place, même s'il n'y a pas systématiquement de la dépense, il y a le fait que vous ayez des gens qui viennent, qui en parlent. Alors aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment flagrant, le fait que vous ayez des gens qui postent des photos d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ils sont sur place, ils vont se promener, ils parlent de ce lieu, etc. etc. Donc, cette idée d'excursionniste, il y a aussi cet effet-là qui est, à mon avis, fondamental. L'autre conséquence de cette mobilité des personnes, c'est aussi que s'il y a des gens qui viennent de plus en plus à la journée, il y a aussi des gens qui partent. Donc l'effet des fuites est aussi important. Donc l'idée, c'est bien aussi de la maximisation de la dépense locale en complément de l'attractivité des externes. Et troisièmement, et c'est là qu'on vient vraiment sur cette différence entre l'économie résidentielle et l'économie présentielle, c'est qu'on a comme source de revenus basiques, de flux basiques, les résidents. Et quand on parle d'économie à proprement parler résidentielle, on est sur le fait que vous avez des gens qui ont généré leurs revenus autre part et qui viennent résider dans cette région. Vous avez toutes les rentrées en termes de taxes, etc., mais aussi de dépenses dans la mesure où ils dépensent localement au quotidien, etc. La différence, c'est donc que quand on parle d'économie résidentielle, on est vraiment seulement sur ce type de flux, et quand on parle d'économie présentielle, on est sur l'ensemble des enjeux, c'est-à-dire le fait que vous aurez et de la maximisation de la dépense locale en évitant les fuites des locaux, et l'attraction de tout type en fait, de consommateurs. Pour les résidents, il y a différents types de résidents. Alors, on a largement hier parlé des pendulaires, c'est-à-dire que vous avez des gens qui résident sur place, mais qui génèrent leurs revenus ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui travaille à Lausanne et qui réside sur Montreux. Vous avez aussi tous les retraités ou tout autre type de rentiers en fait, qui tirent leurs revenus non pas de la localité, du territoire en question, mais bien de l'extérieur et qui viennent sur place. Et puis à Montreux, comme dans d'autres lieux en Suisse, il y a eu le phénomène des résidences secondaires. Et là, on est encore sur d'autres enjeux en termes d'urbanisation, vu qu'on a une forte extension du bâti, mais qu'on n'a pas systématiquement les présences, c'est-à-dire le fait que les gens vont être là, déjà, d'une part, et puis consommer sur place, et encore mieux, payer leurs impôts. Alors finalement, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation complètement différente du modèle traditionnel à partir du moment où on prend en compte la mobilité des personnes. Dans le modèle traditionnel, il y a deux types de personnes présentes, les personnes qui travaillent pour l'exportation et les personnes qui travaillent pour répondre à la demande des autres, c'est-à-dire dans les commerces, les services, etc. Et puis, ces deux activités sont vraiment complètement distinctes dans ce modèle. Et justement, en termes de soutien au développement, quand vous aurez des soutiens pour l'innovation, parce que l'innovation, théoriquement, dans les soutiens, par exemple, dans les politiques régionales, en tout cas en Suisse, vous avez uniquement des soutiens ici. Vous ne pouvez pas soutenir des projets ici d'infrastructures parce que ça ne soutient pas le développement en fait, de la génération de flux basiques. Et donc, à partir du moment où on prend en compte les effets de présence et puis ce levier au développement, et qu'il y a confusion entre l'offre et la demande, on est sur d'autres types d'enjeux. Alors, avec Montreux, c'est une caricature parce qu'on est sur une région touristique, c'est-à-dire que dans une grande partie de son histoire, on avait principalement le développement qui était soutenu par des bases touristiques, c'est-à-dire des gens justement qui venaient séjourner. Même si ensuite il y a eu un phénomène résidentiel important, des excursionnistes, etc. Donc là, on est sur vraiment un modèle de développement qui compte particulièrement sur ces bases. Mais ce qu'on a vu hier, c'est que tout type de région en fait, est concerné d'une manière ou d'une autre par les enjeux présentiels. Même si vous avez des régions comme l'arc jurassien, justement, où vous avez principalement le développement qui est soutenu par des activités basiques productives, vous avez un enjeu présentiel dans la mesure où, de toute façon, les locaux peuvent aller dépenser ailleurs. Donc, l'idée de l'économie présentielle, c'est de dire que, d'une part, il y a l'attractivité qui est nécessaire, et puis d'autre part, il faut maximiser la dépense locale pour éviter qu'il y ait trop de fuites.
Et c'est souvent de ça qu'on parle quand on parle d'économie résidentielle ou d'économie présentielle dans l'arc jurassien, c'est que malgré le fait que vous avez énormément d'exportation, à partir du moment où vous avez des fuites, c'est-à-dire par exemple des travailleurs qui habitent sur la Riviera, M. Babet hier donnait le chiffre d'une ville de 20 000 habitants que le canton de Neuchâtel entretiendrait en fait du fait des emplois, mais de la perte de ses habitants. C'est ça le phénomène, c'est qu'on a justement, on manque ces présences-là. Donc adopter justement une approche territoriale aujourd'hui, c'est justement prendre en considération l'ensemble de ces enjeux présentiels et si possible en ne les segmentant pas. C'est-à-dire que, alors si on prend uniquement les flux touristiques, on fait de l'économie touristique. Si on se concentre uniquement sur l'analyse des activités basiques productives traditionnelles, ça s'attache à l'économie industrielle traditionnelle, etc. Donc l'approche territoriale proposée, c'est donc de prendre en considération l'ensemble de ces enjeux. Et puis donc, si je reprends donc la totalité, on est sur un processus d'urbanisation complexe avec une urbanisation due d'une part aux effets productifs et d'autre part aux effets présentiels. Et puis l'idée c'est de voir qu'il y a des synergies et des tensions entre ces différentes activités et ces différentes présences. Alors, je vous ai donné l'exemple des infrastructures de transport, donc on a des synergies dans le sens où il y a des infrastructures à double usage. Alors voilà, après il y a d'autres choses, donc je vous ai parlé également de la culture, donc on a de la programmation culturelle, de la santé, des commerces, de l'éducation, enfin voilà, toutes sortes de choses où on peut voir des synergies. On peut voir également des synergies entre les activités présentielles et les activités productives, c'est-à-dire que on a vu hier l'exemple avec le canton du Jura et la production agricole et les produits labellisés, etc., où finalement une production agricole qui était traditionnellement uniquement ici, dans la valeur des produits qui sont produits et exportés, il y a en fait des effets de réputation et des effets en fait de valeur, en gros de la valeur territoriale, qui fait que ces différentes activités basiques se confondent. Juste un petit exemple aussi avec Montreux, c'est le cas des Montreux Jazz Café. Vous avez la fondation du Montreux Jazz aujourd'hui qui a ouvert des cafés, des restaurants à l'étranger, peut-être que vous avez vu dans des gares et des aéroports. Et puis l'idée, c'est un peu ça, donc c'est de dire qu'il y a une exportation, en l'occurrence de services, mais ce service et ces biens, la valeur de ces biens ne dépend pas des présences sur place, donc c'est un bien qui est exporté, mais il y a quand même de la rentrée basique dans la région de revenus. Mais ce bien, en fait, la valeur de ce bien est fondamentalement liée à une activité présentielle, c'est-à-dire, en l'occurrence, le festival. Et puis, donc, voilà, donc ça, c'est les aspects positifs, hein, les synergies, mais vous avez également des tensions. Tensions entre les différentes présences et tensions entre les activités. On a évoqué hier, vous avez vu peut-être aussi dans l'actualité, des exemples comme celui de Barcelone, où vous avez une telle pression touristique que les locaux, en fait, ne s'y retrouvent plus. Il y a plein d'autres exemples. À Berlin, il y a toujours des problèmes de la présence, par exemple, des gens qui font trop de bruit, etc. Vous aussi, évidemment, des pressions de hausse de loyer, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup de tensions également entre les activités productives et les activités présentielles. Donc, en résumé, l'idée, c'est de dire que le développement local ne dépend pas uniquement de l'augmentation du productif, mais plutôt donc de l'ensemble, c'est-à-dire du développement du productif, de l'attractivité des personnes, de la capacité locale, finalement, à gérer ces tensions et ces synergies entre les présences et les activités. Et puis, finalement, on pose la question plus théoriquement de l'existence d'un milieu présentiel, c'est-à-dire que, donc là, on fait référence au terme de milieu innovateur, qui était une théorie de développement justement basée principalement sur la production et l'exportation, où on posait l'hypothèse d'un milieu qui générait de l'innovation. Et l'idée du milieu présentiel, c'est de dire que l'innovation ne concerne pas uniquement cet aspect-là, mais concerne bien l'ensemble et puis tous les enjeux urbains. Finalement, donc en conclusion, je veux relever 3 points.
Donc, premièrement, dire qu'aujourd'hui, l'économie présentielle et les enjeux présentiels sont fondamentaux pour de nombreuses régions en Suisse et autre part. Et on a vu hier avec des analyses quantitatives et également avec des analyses qualitatives que ces flux sont favorables et défavorables à certaines régions. Et puis, de manière générale, on voit aussi l'importance de ces enjeux, non pas en observant les régions, mais plutôt également en observant les entreprises. Alors, je vous ai mis des exemples ici. C'est-à-dire que des entreprises qui étaient traditionnellement concentrées sur la production industrielle à l'exportation se développent et surtout innovent avec des activités présentielles. Alors Disney, c'est bien connu, Volkswagen à Wolfsburg et plus près de chez nous, par exemple, la maison Caillé. Deuxième point, j'aimerais souligner l'importance des locaux. C'est-à-dire que développer l'attractivité, c'est aussi renforcer la cohésion locale en instaurant des régulations s'il le faut. Et parce que si on regarde, donc il y a toutes sortes de problèmes justement de tension, si on pense au phénomène de gentrification, de hausse de loyer, qui fait fuir les petits commerçants, qui fait fuir certains habitants. Finalement, le phénomène pervers, c'est que plus on gagne en attractivité, plus il y a un risque de standardisation et plus finalement on perd en attractivité. Donc il y a la limite entre les effets positifs de l'attractivité et les effets négatifs est très fine en fait. Et un autre aspect, c'est que financer les infrastructures, c'est répondre à la demande des locaux, mais c'est générer de l'attractivité potentielle donc pour les externes. Mais alors justement, c'est bien l'idée de souligner cet aspect d'attractivité potentielle au sens où il peut y avoir justement risque dans l'instrumentalisation de l'urbain pour la seule génération de revenus basiques présentiels. Et puis finalement, l'idée c'est que l'attractivité découle dans l'organisation urbaine qui tient compte justement des locaux et particulièrement, par exemple, dans le cas de l'offre culturelle. Et puis surtout dans la mesure où il y a une forte concurrence entre les territoires, on peut se dire qu'il y a peut-être qu'une offre culturelle doit d'abord répondre à la demande locale et donc s'inscrire dans le territoire sous peine d'être considérée comme superficielle et puis finalement de louper le coche et puis de ne pas répondre aux attentes et en termes d'attractivité et en termes de maximisation de la dépense locale. Bon, c'est vrai que l'utilisation du terme urbanisation, ça sous-entend qu'on a, c'est vrai, en plus avec des exemples tels que Lausanne, Montreux, on visualise l'urbanisation. Mais enfin, ce qu'il faut plutôt, ce qu'on peut associer en fait à ce terme, c'est l'offre en termes de services même minimaux. Hier, à plusieurs reprises, on a parlé des espaces ruraux où finalement les éléments fondamentaux, c'est quoi ? C'est la poste, le bistrot, et enfin voilà. Donc ça peut être en fait très basique, mais c'est finalement l'idée de maintenir une offre minimale en termes de services. C'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, l'avantage, si on prend par exemple les fusions, c'est qu'on rejoint, on fait fusionner l'espace fonctionnel et l'espace institutionnel. Alors évidemment, là, je pense que c'est un effet qui est positif pour ces enjeux. Je mets ça en confrontation complètement parallèle avec ce phénomène qu'on constate, on va dire, d'homogénéisation des grandes villes. Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'il y a aujourd'hui une sorte de modèle présentiel qui s'exporte ou qui se copie quelque part? Je ne dirais pas que c'est un modèle, je pense que c'est plutôt le fait que les enjeux ils sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment... les gens sont mobiles partout. Donc, à partir du moment où les gens sont mobiles partout, ils peuvent aller potentiellement partout et tout est... et à partir du moment où il n'y a pas de régulation dans les villes pour, par exemple, limiter le phénomène de franchisation ou ce genre de trucs, ou la disparition des petits commerces, parce qu'il y a en fait des régulations. À Paris, par exemple, il y a une régulation sur le maintien des boucheries, ou à Zurich même, la question s'est posée à la Bahnhofstrasse, finalement, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné instaurer des régulations pour éviter de perdre en fait une forme de spécificité du lieu. Alors je pense que c'est plutôt qu'un modèle, je pense que c'est plutôt des enjeux et puis après chaque territoire réagit un peu comme il peut, quoi.